Dans cette exploration philosophique, nous allons aborder 4 notions fondamentales qui définissent l'existence humaine. Ces concepts universels touchent chacun d'entre nous dans notre quotidien et méritent une analyse approfondie. Le bonheur, cette quête universelle qui anime l'humanité depuis ses origines. Le désir, cette force qui nous pousse vers l'avant, mais peut aussi nous aliéner. L'habitude, qui peut être libération ou enchaînement. Et le travail, contrainte nécessaire ou source d'accomplissement. Nous allons examiner ces notions avec la même rigueur, clarté et passion pour la transmission que nous avons toujours privilégiée. Notre approche sera méthodique, nourrie de citations philosophiques et d'exemples concrets. Cette exploration nous mènera des philosophes antiques aux penseurs modernes, de Platon à Nietzsche, de Kant à Marx. Chaque concept sera analysé sous différents angles, révélant la richesse et la complexité de la condition humaine. Le bonheur représente l'une des aspirations les plus fondamentales de l'existence humaine. Mais qu'est-ce que le bonheur exactement? Le bonheur se définit comme un état durable de satisfaction complète et de plénitude. Cette définition souligne 2 aspects essentiels, la durabilité et la complétude de cet état émotionnel. Il est crucial de distinguer le bonheur du plaisir. Le plaisir est passager, localisé et souvent lié au sens, comme savourer un bon repas. Le bonheur, lui, est durable, global et profond, comme la joie d'un amour partagé. Le bonheur peut être compris comme l'intersection de 3 dimensions essentielles de l'existence humaine. Une vie plaisante qui nous permet de savourer les plaisirs quotidiens, une vie bonne où nous utilisons nos compétences pour nous enrichir, et une vie significative où nous contribuons au bien commun. Le bonheur fait l'objet d'études approfondies dans de multiples disciplines. La biologie examine ses bases neurochimiques, la psychologie analyse ses mécanismes cognitifs et émotionnels, la sociologie étudie ses dimensions sociales et culturelles, tandis que la philosophie questionne sa nature et sa valeur. Cette approche multidisciplinaire révèle la complexité du bonheur et la richesse des perspectives nécessaires pour le comprendre pleinement. Chaque discipline apporte un éclairage unique sur cette quête universelle. Épicure, philosophe grec de l'Antiquité, propose une vision révolutionnaire du bonheur. Pour lui, la question n'est pas de savoir si le bonheur est possible, mais comment l'atteindre concrètement. Sa philosophie se résume dans cette citation fondamentale. Le plaisir est le début et la fin de la vie heureuse. Cette affirmation place le plaisir au cœur de l'existence humaine. Mais attention, Épicure ne prône pas n'importe quel plaisir. Il établit une distinction cruciale entre les plaisirs vulgaires et les vrais plaisirs. Les plaisirs vulgaires sont ceux qui nous agitent et nous troublent. Le vrai bonheur, selon Épicure, réside dans l'ataraxie, un terme grec qui signifie l'absence de trouble ou de douleur. C'est un état de sérénité parfaite où l'âme n'est agitée par aucune passion destructrice. Pour atteindre cette ataraxie, Épicure prône une vie simple et modérée. Il s'agit de se contenter de peu, de distinguer les désirs naturels des désirs vains et de cultiver l'amitié comme source de bonheur authentique. Ainsi, pour Épicure, le bonheur n'est pas un idéal inaccessible, mais un objectif concret et réalisable. Il suffit de comprendre la nature du vrai plaisir et de mener une existence guidée par la sagesse et la modération. Après avoir exploré la vision épicurienne du bonheur, nous nous tournons maintenant vers Emmanuel Kant et sa perspective critique sur la possibilité d'atteindre le bonheur dans notre monde. Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, développe une vision particulièrement critique du bonheur. Pour lui, contrairement aux épicuriens, le bonheur n'est pas un objectif raisonnable que nous pouvons poursuivre de manière rationnelle. Sa position se résume dans cette citation célèbre qui révèle toute la complexité de sa pensée sur le bonheur. Le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. Cette formule frappe par sa radicalité. Kant oppose ici 2 facultés humaines fondamentales. La raison, qui nous permet de penser de manière logique et universelle, et l'imagination, qui est subjective et variable. Kant développe plusieurs arguments pour soutenir sa thèse. Premièrement, il soutient que nous ne pouvons jamais définir précisément ce qui nous rendra heureux.
Nos désirs et nos préférences changent constamment au cours de notre vie et notre expérience du monde est nécessairement limitée. Deuxièmement, Kant insiste sur la subjectivité radicale du bonheur. Ce qui procure du bonheur à une personne peut laisser une autre personne complètement indifférente, voire la rendre malheureuse. Il n'existe donc pas de formule universelle du bonheur que la raison pourrait découvrir. Cette illustration symbolise parfaitement la diversité des conceptions du bonheur. Chaque individu construit sa propre vision du bonheur selon son imagination, ses expériences personnelles et ses aspirations particulières. Troisièmement, Kant souligne l'incertitude fondamentale qui entoure le bonheur. Même lorsque nous obtenons ce que nous pensions désirer, nous ne pouvons jamais être certains que cela nous apportera réellement le bonheur espéré. L'avenir demeure imprévisible et nos réactions futures incertaines. Cette conception du bonheur a des implications majeures pour la philosophie morale de Kant. Si le bonheur est subjectif et incertain, il ne peut servir de fondement à une morale universelle. C'est pourquoi Kant développe une éthique basée sur le devoir et l'impératif catégorique plutôt que sur la recherche du bonheur. En conclusion, la position de Kant sur le bonheur représente une vision profondément critique mais non pessimiste. Il ne nie pas la valeur du bonheur dans la vie humaine, mais il souligne ses limites fondamentales comme guide pour l'action morale et la construction d'une société juste. Cette perspective ouvre la voie à une éthique basée sur des principes rationnels universels plutôt que sur des aspirations subjectives au bonheur. Le bonheur dépend-il de nous? Cette question fondamentale trouve une réponse particulière chez les philosophes stoïciens. Pour les stoïciens, le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude intérieure. Ils croient que le vrai bonheur réside dans la maîtrise de soi, l'accord avec la nature et le contrôle de nos émotions. Trois grandes figures incarnent cette philosophie stoïcienne: Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Chacun d'eux a vécu et enseigné ses principes dans des contextes très différents. Sénèque était un philosophe et conseiller politique qui a vécu les intrigues de la cour impériale. Épictète, ancien esclave, a enseigné que la vraie liberté vient de l'intérieur. Marc Aurèle, empereur romain, a appliqué la philosophie stoïcienne au pouvoir suprême. L'exemple le plus frappant de cette philosophie est celui de la prison. Pour un stoïcien, même enfermé dans une cellule, un homme peut être parfaitement heureux s'il maintient la paix de son âme, la maîtrise de ses pensées et l'acceptation de son sort. Le principe fondamental du stoïcisme distingue ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Nous contrôlons nos pensées, nos jugements et nos réactions. Mais nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, les actions des autres ou les circonstances de la vie. La sagesse consiste à accepter cette distinction avec sérénité. Ainsi, pour les stoïciens, le bonheur dépend entièrement de nous, car il réside dans notre capacité à vivre selon la raison, à contrôler nos émotions et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. C'est une philosophie de la liberté intérieure et de la paix de l'âme. Baruch Spinoza propose une vision révolutionnaire du bonheur. Pour lui, le bonheur véritable ne dépend pas du hasard ou des circonstances extérieures, mais notre capacité à comprendre le monde qui nous entoure. Selon Spinoza, le bonheur authentique naît de notre capacité à saisir les liens de causalité qui gouvernent l'univers. Plus nous comprenons les causes des phénomènes, plus nous nous libérons de l'ignorance qui nous maintient dans la tristesse. Pour Spinoza, le bonheur résulte d'une transformation fondamentale, le passage de la passivité à l'activité. Quand nous subissons les événements sans les comprendre, nous sommes passifs et malheureux. Mais quand nous agissons en connaissance de cause, nous devenons actifs et heureux. Dans son œuvre majeure, l'Éthique, Spinoza développe un système philosophique rigoureux. Il démontre, à la manière des géomètres, comment la connaissance rationnelle nous conduit au bonheur véritable. Chaque proposition s'enchaîne logiquement pour nous mener vers la béatitude. Le bonheur, selon Spinoza, n'est donc pas un état passif de contemplation, mais le résultat de notre engagement actif et éclairé dans le monde.
En comprenant les lois qui régissent la nature et la société, nous pouvons agir de manière appropriée et atteindre ainsi un bonheur véritable et durable. Ainsi, pour Spinoza, le bonheur dépend entièrement de nous. Il est le fruit de notre effort pour comprendre et agir selon la raison. C'est une conquête de l'intelligence et de la volonté accessible à tous ceux qui s'engagent dans cette voie de la connaissance active. Nous abordons maintenant la question fondamentale du désir. Qu'est-ce que le désir exactement? Cette notion centrale de la philosophie mérite une analyse approfondie. Le désir se définit comme une tendance consciente vers un objet que nous jugeons bon. Cette définition souligne deux aspects essentiels, la conscience et l'évaluation positive de l'objet désiré. Pour bien comprendre le désir, il faut le distinguer du besoin et du simple souhait. Cette pyramide illustre cette hiérarchie. Le besoin fonctionnel à la base, le souhait au milieu et le désir au sommet, porteur de satisfaction émotionnelle. Le désir possède des caractéristiques spécifiques qui le distinguent. Il est plus profond que le simple besoin physiologique, plus vaste que le plaisir immédiat et implique une dimension consciente et réfléchie. Les désirs humains prennent des formes variées et complexes. On peut désirer la gloire et la reconnaissance, l'amour et l'affection, ou encore la justice et l'équité. Ces exemples montrent la richesse et la diversité du désir humain. Le désir occupe une place centrale dans l'existence humaine. Il est le moteur de nos actions, guide notre recherche du bonheur et participe à la construction de notre identité. Sans désir, l'homme resterait passif et inerte. Cette analyse nous amène à une question fondamentale. Le désir est-il un manque qui nous fait souffrir ou une puissance qui nous fait vivre? Est-il source d'aliénation ou force vitale? Cette dualité sera explorée dans les sections suivantes. Contrairement à Platon qui voyait le désir comme un manque, Spinoza propose une vision radicalement différente du désir humain. Pour Spinoza, le désir n'est pas une faiblesse ou un manque à combler, mais au contraire l'essence même de notre humanité. Voici la citation célèbre de Spinoza qui résume sa pensée sur le désir. Cette vision révolutionnaire transforme notre compréhension du désir. Désirer, c'est vivre, c'est s'affirmer, c'est exprimer notre force vitale. Mais attention, Spinoza ne prône pas un désir aveugle. Le problème n'est pas de désirer, mais de savoir bien diriger nos désirs. Cette approche spinoziste nous mène vers l'épanouissement personnel et la réalisation de soi, comme le montre cette pyramide des besoins humains. En conclusion, pour Spinoza, le désir n'est ni une faiblesse ni un problème à résoudre, mais notre force vitale fondamentale qu'il faut cultiver avec sagesse. Le désir est-il vraiment libre? Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, nous propose une réponse troublante à cette question fondamentale. Pour Freud, nous ne sommes pas maîtres de nos désirs. Ils émergent des profondeurs de notre inconscient, façonnés par notre passé refoulé et nos expériences oubliées. Freud compare notre psychisme à un iceberg. La partie visible, le conscient, ne représente qu'une infime portion. L'essentiel se trouve dans l'inconscient, cette partie immergée qui influence secrètement nos désirs. Nos désirs actuels sont façonnés par notre passé refoulé. Traumatismes oubliés, expériences douloureuses enfouies, conflits non résolus. Ces éléments continuent d'agir en secret sur nos choix et nos attractions. Pour Freud, les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Ils révèlent nos désirs cachés à travers un langage symbolique. Le contenu manifeste du rêve cache un contenu latent qui exprime nos véritables désirs refoulés. Les lapsus, ces erreurs apparemment anodines de langage, révèlent selon Freud nos désirs inconscients. Quand nous disons un mot pour un autre, c'est notre inconscient qui s'exprime et trahit nos véritables intentions cachées. Pour Freud, la réponse est claire. Nos désirs ne sont pas libres. Ils sont déterminés par notre inconscient, influencés par notre passé refoulé et se révèlent malgré nous dans nos rêves et nos lapsus. Comme il le dit, l'homme n'est pas maître dans sa propre maison. Jean-Jacques Rousseau propose une vision particulière du désir humain. Pour lui, le désir n'est pas libre, car il nous rend esclaves de l'opinion d'autrui. Rousseau est célèbre pour sa citation « L'homme n'est libre et partout il est dans les fers ». Cette phrase résume parfaitement sa vision de l'aliénation sociale.
Cette citation illustre le paradoxe de la condition humaine selon Rousseau. Nous naissons avec une liberté naturelle, mais la société nous enchaîne par ses conventions et ses désirs artificiels. Selon Rousseau, l'aliénation sociale se manifeste particulièrement dans nos désirs. Nous ne désirons plus selon notre nature, mais selon ce que la société nous dicte de désirer. Cette aliénation nous rend dépendants du jugement d'autrui. Nous désirons ce que les autres désirent, non par choix libre, mais par conformisme social. Rousseau identifie ainsi un mécanisme fondamental, le désir mimétique. Nous imitons les désirs des autres, perdant notre authenticité et notre liberté naturelle. Cette analyse de Rousseau révèle que notre désir n'est pas libre, car il est conditionné par l'environnement social. Nous perdons notre autonomie en cherchant constamment l'approbation des autres. Ainsi, pour Rousseau, le désir humain illustre parfaitement le passage de la liberté naturelle à l'esclavage social. Cette vision critique de la société moderne reste d'une grande actualité. Nous abordons maintenant la troisième grande notion philosophique, l'habitude. Cette force mystérieuse qui gouverne une grande partie de nos actions quotidiennes soulève une question fondamentale. L'habitude nous libère-t-elle ou nous enchaîne-t-elle? L'habitude se définit comme la répétition d'un acte qui finit par devenir automatique, sans nécessité de réflexion consciente. Cette automatisation touche à la fois notre corps, qui mémorise les gestes, et notre esprit, qui n'a plus besoin de se concentrer sur l'action. Le mécanisme de l'habitude suit un cycle précis. Un signal déclenche une routine automatique qui produit une récompense. Ce cycle, une fois établi, crée une envie qui pousse à répéter le comportement de manière quasi inconsciente. Prenons l'exemple de la conduite automobile. Au début, conduire demande un effort conscient énorme. Coordonner les mains, les pieds, surveiller la route, gérer les vitesses. Chaque action nécessite une attention soutenue et provoque une fatigue mentale importante. Mais progressivement, par la répétition, ces gestes deviennent automatiques. Le conducteur expérimenté n'a plus besoin de réfléchir à chaque mouvement. Ses mains trouvent naturellement le volant, ses pieds les pédales. L'attention se libère et peut se porter sur d'autres aspects de la conduite ou même sur d'autres pensées. L'habitude présente une nature paradoxale. D'un côté, elle possède des aspects positifs indéniables. Elle facilite l'action, économise notre énergie mentale, transforme notre corps par l'entraînement, permet le développement de l'expertise et libère notre attention pour d'autres tâches. Mais l'habitude a aussi ses aspects négatifs. Elle peut endormir la pensée critique, étouffer la créativité en nous enfermant dans des schémas répétitifs, créer des automatismes qui limitent notre capacité de réflexion et, dans certains cas, devenir une véritable prison comportementale. L'habitude peut être comparée à une métamorphose. Comme la chenille qui se transforme progressivement en papillon, l'habitude transforme notre être et nos capacités de manière graduelle mais profonde. Cette transformation peut nous élever vers de nouvelles possibilités ou nous enfermer dans des schémas limitants. Ainsi, la question de savoir si l'habitude constitue une libération ou un enchaînement reste ouverte et nous invite à une réflexion approfondie. Comment nos habitudes façonnent-elles notre existence? Dans quelle mesure déterminent-elles notre degré de liberté? Ces questions nous accompagneront dans l'exploration des perspectives philosophiques qui suivront. Pour René Descartes, l'habitude représente une force positive qui facilite notre action quotidienne. Explorons sa vision de l'habitude comme mécanisme d'optimisation de nos capacités mentales. Descartes affirme que l'habitude est la seconde nature. Cette formule célèbre suggère que nos habitudes deviennent si naturelles qu'elles font partie intégrante de notre être, comme une seconde nature acquise. Selon Descartes, l'habitude fonctionne en automatisant certaines actions. Le cerveau crée des circuits neuronaux qui permettent d'exécuter des tâches sans effort conscient, libérant ainsi nos ressources mentales pour des activités plus complexes. Prenons des exemples concrets. La conduite automobile, la frappe au clavier ou l'utilisation des couverts sont des habitudes qui nous permettent d'agir efficacement sans mobiliser toute notre attention consciente. Pour Descartes, ces habitudes apportent 3 bénéfices majeurs. Elles nous font gagner du temps, réduisent notre fatigue mentale
et nous permettent de concentrer notre esprit sur des tâches qui nécessitent vraiment notre attention consciente. L'analyse cartésienne révèle que l'habitude est fondamentalement un outil d'optimisation. Elle nous permet d'être plus efficaces en automatisant le routinier pour libérer notre esprit vers ce qui nécessite créativité et réflexion approfondie. Ainsi, pour Descartes, loin d'être un obstacle à la liberté, l'habitude est une véritable alliée de la raison. Elle nous permet d'agir plus efficacement et de consacrer notre énergie mentale aux défis qui méritent vraiment notre attention consciente. Félix Ravesson, philosophe français du XIXe siècle, développe une vision révolutionnaire de l'habitude. Pour lui, l'habitude n'est pas seulement une répétition mécanique, mais une véritable transformation du corps et de l'esprit. Ravesson soutient que l'habitude rend naturel ce qui n'était pas initialement. Elle transforme progressivement notre corps, nos gestes et notre façon d'être au monde. Cette transformation touche plusieurs dimensions. D'abord le corps physique lui-même, puis nos mouvements qui deviennent plus précis, notre coordination qui s'améliore, et enfin la fluidité naturelle de nos gestes. Prenons l'exemple emblématique du piano. Au début, chaque note demande un effort conscient, une concentration intense. Les doigts sont maladroits, les mouvements saccadés. Mais avec la répétition et la pratique régulière, quelque chose de remarquable se produit. L'habitude se forme progressivement, transformant littéralement le corps du pianiste. Les doigts acquièrent une dextérité nouvelle, les muscles se développent spécifiquement et les gestes deviennent naturels et fluides. Ce qui était artificiel devient une seconde nature. Au niveau neurologique, l'habitude crée de nouveaux circuits dans le cerveau. Les gestes s'automatisent, libérant notre attention consciente pour d'autres tâches plus complexes. Pour Ravesson, l'habitude constitue une véritable éducation de la liberté. En rendant naturel ce qui ne l'était pas, elle libère notre esprit des contraintes techniques. En automatisant les gestes de base, l'habitude permet à notre esprit de se concentrer sur la créativité, l'expression personnelle et l'innovation. Elle ne nous enchaîne pas, elle nous libère. Ainsi, contrairement à une vision négative de l'habitude, Ravesson nous montre qu'elle peut être une force positive qui transforme notre corps et éduque notre liberté. Pascal présente une vision critique de l'habitude. Pour ce philosophe du XVIIe siècle, l'habitude représente un danger pour notre liberté de penser et notre capacité de réflexion. Selon Pascal, l'habitude endort la pensée. Elle nous fait agir de manière automatique, sans que nous prenions le temps de réfléchir à nos actions ou de les questionner. Pour illustrer cette idée, observons le cycle de l'habitude. Nous avons un déclencheur, une routine automatique et une récompense. Ce cycle se répète sans que nous en soyons conscients. Pascal voit dans cette automatisation un véritable emprisonnement de l'esprit humain. Comme un prisonnier dans sa cage, nous devenons captifs de nos propres habitudes. Cette critique pascalienne souligne un paradoxe fondamental. Ce qui devrait nous faciliter la vie finit par nous asservir. Nos automatismes nous empêchent de remettre en question nos actions et nos croyances. Pour Pascal, cette perte de conscience critique représente un danger majeur pour l'humanité. L'habitude nous prive de notre capacité à examiner notre existence et à faire des choix véritablement libres. Friedrich Nietzsche propose une vision critique de l'habitude, la considérant comme un potentiel ennemi de notre liberté et de notre épanouissement personnel. Pour Nietzsche, l'habitude représente un danger majeur pour notre développement personnel. Elle peut étouffer notre créativité et empêcher notre devenir authentique. Nietzsche nous met en garde contre les habitudes qui deviennent des mensonges que nous nous racontons. Quand nous cessons de questionner nos routines, nous risquons de perdre notre authenticité. Nos routines quotidiennes peuvent certes nous rassurer par leur prévisibilité, mais Nietzsche souligne qu'elles risquent aussi de nous enfermer dans un carcan qui limite notre champ des possibles. La solution proposée par Nietzsche est de briser régulièrement nos habitudes. Cette rupture volontaire stimule notre esprit, révèle de nouvelles possibilités et préserve notre capacité créatrice. En conclusion, pour Nietzsche,
L'habitude devient véritablement ennemie de la liberté lorsqu'elle remplace la réflexion par l'automatisme, nous fait perdre notre authenticité et limite notre potentiel créatif. La liberté exige donc une vigilance constante face à nos propres habitudes. Nous abordons maintenant la quatrième grande notion philosophique, le travail. Cette activité fondamentale de l'existence humaine soulève une question essentielle. Qu'est-ce que travailler? Le travail se définit comme l'activité par laquelle l'être humain transforme la nature pour satisfaire ses besoins. Cette transformation implique un effort conscient et dirigé vers un but précis. Ces besoins, comme le montre la pyramide de Maslow, vont des besoins physiologiques de base jusqu'aux besoins d'accomplissement personnel. Le travail permet de répondre à cette hiérarchie complexe des besoins humains. L'étymologie du mot travail est particulièrement révélatrice. Il provient du latin tripalium, qui désignait un instrument de torture composé de 3 pieux. Cette origine étymologique souligne la dimension de souffrance et de contrainte historiquement associée au travail. Le tripalium évoque la pénibilité, l'effort douloureux nécessaire pour transformer le monde. Le travail présente une nature fondamentalement ambivalente. D'un côté, il apparaît comme une contrainte nécessaire à la survie. Mais d'un autre côté, le travail peut être source d'accomplissement et de développement personnel, permettant à l'individu de se réaliser et de s'épanouir. Cette femme qui fait sa lessive avec le sourire illustre comment le travail, même pénible, peut être source de satisfaction et de dignité. Le travail ne se contente pas de transformer la nature. Il transforme également celui qui travaille, lui permettant de développer ses capacités et de s'accomplir. Ainsi, le travail oscille perpétuellement entre contrainte et accomplissement, entre souffrance et épanouissement. Cette tension fondamentale traverse toute l'expérience humaine du travail. Karl Marx développe une vision critique du travail dans le système capitaliste. Pour lui, le travail devient une source d'aliénation et de souffrance pour l'ouvrier. Selon Marx, dans une société capitaliste, le travail se transforme en aliénation. Cette aliénation se manifeste sous 4 formes principales qui dépossèdent l'ouvrier de son humanité. Première forme d'aliénation, l'ouvrier est aliéné du produit de son travail. Il ne possède pas ce qu'il fabrique et ne peut pas en disposer librement. Deuxième forme, l'ouvrier est aliéné de l'acte de production lui-même. Son travail devient répétitif, mécanique, et il perd le contrôle sur son activité productive. Troisième forme, l'ouvrier est aliéné de son essence humaine. Le travail, qui devrait être l'expression de sa créativité, devient une contrainte qui l'éloigne de sa nature. Quatrième forme, l'ouvrier est aliéné des autres travailleurs. La concurrence et la division du travail créent des rapports de rivalité plutôt que de solidarité. Cette aliénation transforme le travail en une activité déshumanisante. L'ouvrier devient un simple rouage dans la machine capitaliste, perdant sa dignité et son autonomie. Marx souligne que cette aliénation n'est pas naturelle, mais résulte de l'organisation capitaliste du travail. Le système privilégie le profit au détriment de l'épanouissement humain. Pour Marx, cette analyse révèle la nécessité de transformer les rapports de production. Le travail devrait être source d'épanouissement et non d'aliénation, permettant à l'homme de réaliser pleinement son potentiel créateur. Dans la tradition judéo-chrétienne, le travail n'est pas perçu comme une activité naturelle ou épanouissante, mais comme une punition divine imposée à l'humanité après le péché originel. Selon le récit de la Genèse, dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient dans un état de grâce où le travail n'était pas une contrainte. Ils cultivaient et gardaient le jardin, mais cette activité était naturelle, sans effort ni souffrance. La désobéissance d'Adam et Ève en mangeant le fruit défendu transforme radicalement leurs conditions. Ils sont chassés du Jardin d'Éden et condamnés à une existence marquée par la difficulté et la souffrance. La sentence divine est claire et définitive. Désormais, l'homme devra travailler dur pour obtenir sa nourriture. Le travail devient synonyme de sueur, d'effort pénible et de lutte constante contre une nature qui ne donne plus ses fruits facilement. Cette vision biblique du travail comme châtiment divin a profondément marqué la civilisation occidentale. Elle établit une association durable entre travail et souffrance.
créant une conception pessimiste de l'activité laborieuse, qui perdure encore aujourd'hui dans nos mentalités. Ainsi, dans la perspective biblique, le travail n'est pas seulement une activité économique ou sociale, mais un rappel constant de la condition déchue de l'humanité. Cette dimension théologique du travail comme peine nécessaire contraste fortement avec d'autres conceptions philosophiques qui y voient un moyen d'accomplissement personnel. Hannah Arendt, philosophe politique du XXe siècle, propose une vision révolutionnaire du travail humain. Elle distingue trois formes fondamentales d'activité qu'elle appelle la vita activa: le labeur, l'ouvrage et l'action. Cette distinction tripartite révèle la richesse et la complexité de l'expérience humaine. Chaque forme d'activité correspond à une dimension essentielle de notre existence et contribue différemment à la construction de la société. Le labeur correspond à ce qu'Arendt appelle l'animal laborans. Il s'agit de l'activité la plus fondamentale, liée à notre survie biologique. Le labeur satisfait nos besoins primaires dans un cycle répétitif de production et de consommation. Cette activité nous maintient en vie, mais ne laisse aucune trace durable dans le monde. L'ouvrage relève de l'homo faber, l'homme fabricateur. Cette activité consiste à créer des objets durables qui survivent à leur créateur. Par l'ouvrage, nous transformons la nature et construisons un monde artificiel stable. Ces créations forment l'environnement matériel dans lequel nous vivons et qui nous survit. L'action représente la plus haute forme d'activité humaine, selon Arendt. Elle se déploie dans l'espace public, à travers l'engagement politique et l'interaction avec nos semblables. Par l'action, chaque individu révèle son identité unique et contribue à la construction du monde commun. C'est dans l'action que nous nous révélons pleinement humains. Pour Arendt, ces trois formes d'activité ne sont pas hiérarchisées de manière absolue. Chacune possède sa propre valeur et contribue différemment à la construction de la société. Le labeur assure notre survie, l'ouvrage crée notre environnement et l'action révèle notre humanité. Cette vision transforme notre compréhension du travail. Il n'est plus seulement une contrainte, mais un accomplissement multidimensionnel de l'existence humaine. Le travail rend-il libre? Cette question soulève un paradoxe fondamental de l'existence humaine. D'un côté, le travail peut nous libérer en nous donnant autonomie et accomplissement. De l'autre, il peut nous enchaîner par la souffrance et l'épuisement. Cette question prend une dimension tragique quand on pense au détournement du slogan Arbeit macht frei, le travail rend libre, utilisé cyniquement dans les camps de concentration nazis. Au-delà de ce détournement historique, la question philosophique demeure légitime. Examinons les deux faces de cette médaille. Comment le travail peut-il à la fois libérer et enchaîner? D'un côté, le travail libère en offrant l'autonomie financière, le développement personnel, la réalisation de soi, l'indépendance sociale et la reconnaissance. Ces aspects positifs permettent à l'individu de s'épanouir et de construire sa place dans la société. Mais d'un autre côté, le travail peut enchaîner par la souffrance, l'épuisement professionnel, l'aliénation, la dépendance économique et le stress chronique. Ces aspects négatifs peuvent transformer le travail en prison dorée. L'épuisement professionnel, ou burn-out, illustre parfaitement comment le travail peut devenir un enchaînement. Ce processus se déroule en plusieurs étapes, de l'enthousiasme initial à l'épuisement total. Cette progression montre comment l'enthousiasme initial peut se transformer en stress chronique, puis en épuisement complet. Le travail, censé nous épanouir, devient alors une source de souffrance qui nous enchaîne. La clé pour que le travail soit libérateur plutôt qu'aliénant réside dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cet équilibre est essentiel pour préserver notre bien-être et notre liberté. Cette infographie révèle des données importantes. Les travailleurs passent en moyenne plus de 50 heures par semaine sur des activités liées au travail. Il devient crucial de mettre en place des stratégies pour maintenir un équilibre sain. En synthèse, le travail peut rendre libre, mais seulement sous certaines conditions. Il doit respecter la dignité humaine, permettre le développement personnel, maintenir un équilibre avec la vie privée, avoir du sens et une utilité sociale et offrir une juste rémunération. La réponse à notre question initiale,
n'est donc ni un oui ni un non catégorique. Le travail rend libre quand il respecte l'humanité de celui qui l'accomplit. Sinon, il devient effectivement un enchaînement. C'est à nous, individuellement et collectivement, de créer les conditions d'un travail véritablement libérateur. Nous arrivons au terme de notre exploration philosophique des 4 notions fondamentales qui structurent l'existence humaine. Cette conclusion nous permet de saisir la richesse et la complexité de la condition humaine. Notre parcours révèle que l'existence humaine se caractérise par 4 tensions fondamentales. Chacune de ces oppositions structure notre rapport au monde et à nous-mêmes. Ces tensions ne sont pas de simples oppositions binaires. Elles révèlent la complexité de notre condition, comme le montre cette représentation du bonheur qui intègre plaisir, accomplissement et sens. Cette image symbolise parfaitement notre condition. Nous courons vers nos aspirations tout en étant retenus par nos contraintes. C'est dans cette tension que se joue notre humanité. Mais notre exploration révèle quelque chose de fondamental. Le simple fait de penser ces tensions, de les comprendre et de les analyser constitue déjà un pas décisif vers la liberté, la lucidité et la sagesse. Comme le rappelait le philosophe Pierre Hadot, la philosophie n'est pas une discipline purement théorique. Elle est avant tout un art de vivre, une pratique qui nous apprend à mieux exister. Notre parcours à travers ces 4 notions nous enseigne que nos contradictions ne sont pas des faiblesses, mais l'essence même de notre humanité. La réflexion philosophique nous libère des illusions et nous guide vers une existence plus éclairée. Ainsi, bonheur, désir, habitude et travail ne sont plus seulement des concepts abstraits, mais des clés pour comprendre et transformer notre existence. La philosophie nous offre les outils pour naviguer ces tensions avec sagesse et lucidité.